François Ignius, et je vous propose qu'on se déroule, donc on a 45 minutes, première partie, je vais rapidement me présenter à vous. Ensuite, je vais vous présenter un peu le sujet même de la conférence, qui est faire voyager son ADN, avec deux points importants qui sont comment on l'identifie, enfin 3 points, comment on l'identifie, comment on le déploie en France et comment après le faire voyager justement. Et bien évidemment, si vous avez des questions, aussi bien, vu que nous ne sommes pas super nombreux, si je peux prendre les questions au fur et à mesure sans aucun problème. Donc pour ma part, François Ignius, j'ai un passé de dirigeant d'entreprise multirécidiviste, je dirais. Et grâce à l'ensemble des dossiers sur lesquels j'ai pu travailler, j'ai souvent travaillé sur la logique stratégique et comment appuyer sa stratégie sur sa culture d'entreprise. J'ai d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle « Culture d'entreprise, des racines et des hommes », qui est paru chez AFNOR en janvier 2018. Alors, comment ça se passe, comment on fait les choses et comment je les ai faites. Mes clients sont aussi divers que des grands groupes dans le BTP, qu'un très grand groupe dans la haute joaillerie et une PME, je pense à un de mes clients qui a une quinzaine de collaborateurs. Donc on est dans une logique mécanique pour justement construire sa stratégie autour de son ADN et ensuite le faire voyager. Alors j'ai tendance à vouloir reprendre à comment on construit cet ADN, comment on l'imagine, comment on le rend concret. Et je vais vous expliquer un peu la méthodologie, ce qui va être beaucoup plus concret. La première partie, quand je rencontre un client, une entreprise, un dirigeant dans cette logique-là, je lui fais d'abord raconter son histoire, l'histoire de son entreprise. Alors, ça peut être la sienne, ça peut être l'entreprise qu'il a rachetée, ça peut être, si vous discutez avec Saint-Gobain qui a été créé par décret du roi, il est clair que ça n'a rien à voir avec la start-up qui vient de se créer il y a 6 mois, mais c'est bien l'histoire qui crée notre ADN. Donc, je lui fais raconter, mais alors de nombreuses fois, à tel point qu'à un moment, il me dit « mais tu dois la connaître quand même, c'est bon ». Mais en fait, je la fais raconter pour qu'on soit sûr des actes, des éléments concrets. C'est-à-dire que très souvent, si vous regardez un site internet, vous voyez notre culture d'entreprise, et vous voyez 3-4 mots qui sont mis en avant. Et quand vous allez voir les collaborateurs et que vous en discutez, vous vous rendez compte que ce n'est pas vraiment la réalité des faits sur le terrain. Et en fait, la culture, c'est deux choses. La première, ce sont des actes, et la deuxième, c'est les pratiques dans l'entreprise au quotidien. De ces entretiens avec les dirigeants de manière assez large et ensuite avec les collaborateurs, on essaie d'en tirer 3 mots forts qui sont les 3 premiers mots qui vont être les piliers de cette culture. Le premier, c'est basé essentiellement, c'est ce que j'explique dans mon livre. Alors bien évidemment, en 45 minutes, je ne vais pas vous expliquer mon bouquin, mais c'est la première partie. C'est le comportement individuel au sein de l'entreprise. Et vous vous rendez compte que même dans des secteurs aussi identiques, par exemple dans l'automobile, si vous prenez un Renault et que vous prenez un Peugeot, bizarrement, c'est un peu conçu différemment. Et la façon de penser, la façon de travailler au sein de l'entreprise n'est pas la même. Et c'est vraiment le mot qui va définir cela. Et si vous prenez une start-up, c'est souvent les fondateurs qui vont mettre en place ce genre de choses, qui disent, voilà, si vous avez 2 ingés qui s'associent pour créer leur propre start-up, c'est bien évidemment pas la même chose dans le comportement individuel que si vous avez 2 personnalités d'écoles de commerce qui s'adjoignent, ou si vous avez un école de commerce et un ingé. Et vous voyez bien que là, on a déjà un comportement individuel qui est intéressant et qu'il faut absolument dire, voilà, ça c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc le premier pilier, il est très individuel. Le deuxième pilier, c'est la même chose, mais il est collectif, c'est-à-dire comment on se comporte entre nous, comment on vit entre nous. Et une fois qu'on a posé ce deuxième pilier, le troisième pilier pour définir la première vision de l'ADN de l'entreprise, c'est comment on décide, comment on structure une forme de décision. Alors, on peut décider de manière très hiérarchique, j'oserais dire, c'est-à-dire qu'on a un dirigeant qui a pensé une chose et on applique. Donc on est dans une vision très pyramidale des choses, ou on peut être dans une vision très participative des choses, ou pour un groupe avec lequel je travaille, on est sur, quand c'est décidé, on peut remettre en cause. Et vous vous rendez compte que là, c'est absolument pas la même culture. De ces 3 piliers, on a construit une logique intellectuelle qui fait sens pour l'ensemble des collaborateurs. Alors, quand on est dans un déploiement,
et je vais déjà parler de la France parce que c'est important alors de la France, du pays d'origine, hein, parce qu'on peut faire la même démarche dans un autre pays, mais du pays d'origine. Quand on est dans le pays d'origine, ben, on va déjà l'affirmer en interne. Et l'affirmer de manière extrêmement concrète sur les 3 aspects. C'est-à-dire comment on se comporte individuellement. Et là, on travaille sur des outils d'analyse de comportement, de choses comme ça qu'on connaît pour un certain nombre d'entre nous. Comment on se comporte collectivement. Et là, on a forcément des outils de management qui vont se mettre en place. Tous les outils de management s'en déclinent. C'est-à-dire qu'un entretien annuel ne se déroule pas de la même façon quand on est dans un système hyper hiérarchique ou quand on est dans un système en croisée dynamique, parce que forcément, on a plusieurs managers, pas tous hiérarchiques, mais on a plusieurs personnes, et forcément, les outils de management se déclinent différemment. Donc, ce qui veut dire que ça a forcément un impact important sur l'ensemble des outils. Et ensuite, comment on décide? Eh bien, on va accompagner l'ensemble des collaborateurs, et entre autres des managers, à pratiquer la décision comme telle, comme elle doit être pratiquée, comme elle a toujours été pratiquée dans l'entreprise, tout simplement parce que si vous venez d'un autre groupe, enfin je pense dans le luxe par exemple, pour qui je travaille assez souvent, ben vous vous rendez bien compte que si vous prenez les grands du luxe, hein, je ne vais pas les citer mais on connaît les 3 grands du luxe, ben, le système de décision n'est absolument pas le même. Vous en avez un qui est extrêmement basé sur la décision financière, vous en avez un qui est basé exclusivement ou quasiment sur la conquête du marché. Donc ce qui est 2 systèmes de décision qui sont différents. Et il va falloir, parce qu'on est dans des mondes fermés, qu'on le veuille ou non, ben, on a des transferts entre les entreprises, et que si vous avez quelqu'un qui vient du groupe d'en face, eh bien, il va bien falloir lui expliquer comment chez nous on décide. Et il faut l'accompagner pour ça. Il faut l'accompagner dans son process d'intégration, il faut l'accompagner dans son process de vie, il faut que les managers l'accompagnent, et il faut accompagner les managers à manager cette pratique. Une fois que cette démarche, elle est perçue, écrite, déployée, là, on a assuré les choses sur le pays d'origine. Et le titre de la conférence, c'est « Faire voyager son ADN ». Comment je fais? Comment je fais pour justement m'implanter? Alors, je pense à un de mes clients qui est basé sur l'ensemble des outils d'analyse en data. D'origine française, il part dans la même année aux États-Unis et au Japon. On n'est pas tout à fait sur les mêmes cultures. Et si ce qui se fait de temps en temps, on prend simplement, alors soit on a mis les mots en anglais qui n'ont pas forcément de sens pour les Français, ou pas forcément bien perçus pour les Français, dans leur subtilité, peu importe la subtilité qu'on utilise. Soit on a mis les mots en français, on se dit, ben, c'est pas grave, on va les traduire. Et quand vous traduisez exigence, par exemple, en japonais, quand il ne réussit pas, il se fait harakiri. Et vous vous rendez compte que ce simple mot qu'on utilise, entre autres, chez un de mes clients, ben, quand on arrive au Japon, ben, il est grave, ce mot. Alors qu'en France, c'est l'exigence à la française, ça veut dire quelque chose. Vous vous rendez compte qu'on se base sur quelque chose, et d'un seul coup, ben, on devient extrêmement agressif vis-à-vis des collaborateurs quand on arrive au Japon. Et en fait, comment on fait quand vous voulez le faire voyager? Ben, vous reprenez vos mots en France, et vous prenez service par service. Et vous dites, si vous prenez le mot créativité, par exemple, ben, ce n'est pas très compliqué quand vous êtes dans le luxe, par exemple, d'imaginer la créativité au service de créativité, mais à la finance, vous faites comment? Ça veut dire quoi, être créatif dans le service finance? Eh bien, vous prenez des exemples et vous demandez aux Français, enfin aux pays d'origine, aux collaborateurs de pays d'origine, de décliner ça par des exemples. Et vous avez un certain nombre d'exemples à chaque métier. Ce qui vous permet, je vous le rappelle, de le décliner pendant les formations, puisque l'objet c'est quand même de former nos collaborateurs à cette logique intellectuelle de la culture de l'entreprise. Ben, vous reprenez ces exemples et vous faites des ateliers de travail au Japon, et vous leur dites, si on fait ça, ça se traduit comment dans votre langue? Ça se traduit comment dans votre quotidien? Parce que l'acte d'exigence ou l'acte de créativité, qu'on soit français, américain ou africain, peu importe, ça peut porter un mot, ça peut porter un nom. Et là, on va le translater, si vous me permettez, et pas le traduire. C'est pour ça que j'utilise ce mot un peu barbare. Mais on va le translater dans la langue du pays. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec nos 3 piliers, qui ne sont pas traduits, mais translatés dans la culture du pays.
Une fois que vous avez fait ça, au Japon, bah, vous redéclinez de la même façon les outils de management, les pratiques de réunion, voilà. Et vous faites la même démarche. Je reprends mon exemple dans l'entreprise que j'évoquais tout à l'heure. Vous faites la même chose aux États-Unis, vous faites la même chose au Japon, avec, bien évidemment, des Japonais d'un côté, avec des Américains de l'autre. Et là, vous vous rendez compte, alors c'est un process qui prend du temps, mais c'est un process qui est d'une validité absolue dans la durée. Et petit à petit, alors je reprends mon exemple, petit à petit, quand on a eu ouvert, parce que c'est une histoire qui dure depuis un petit moment avec ce client, quand on a eu ouvert ces pays, forcément, la pratique a évolué. Parce que si vous avez du data center aux États-Unis, au Japon et en France, il y a forcément les pratiques qui évoluent, parce que les Japonais ont des habitudes professionnelles qui ne sont pas les mêmes, et tout ça, ça s'enrichit. Ce qui veut dire que la culture évolue, et heureusement. Il est évident, je parlais de Peugeot tout à l'heure, je pense que la décision d'il y a quelques semaines de s'associer avec Fiat va forcément faire évoluer la culture. Alors, bien évidemment, on est sur 2 entreprises familiales, ainsi de suite, il y a des histoires communes. Mais dans 10 ans, Peugeot sera différent d'aujourd'hui. C'est évident pour ces raisons et pour plein d'autres raisons, puisqu'ils sont passés à l'électrique, parce que plein d'autres raisons. Donc la culture évolue. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et là, on va additionner des mots. Alors pas 350, parce qu'autrement, personne ne comprend plus rien. Mais on va en mettre un. C'est-à-dire qu'au moment où on se dit, tiens, les Japonais ils nous ont apporté ça. Donc on va rajouter un petit mot de japonais, tout simplement pour dire... Alors qu'on a fait de la même chose. Les Japonais vont nous apporter les exemples, on va les traduire en français, on va les traduire dans un mot français, et puis on va les translater, on va faire la même chose chez les Américains. Et d'un seul coup, on se retrouve avec 4, 5 mots, maximum 5, parce qu'à un moment, c'est plus intelligible pour chacun d'entre nous. Et petit à petit, alors ça, la première étape, c'est 2-3 ans, soyons clairs, ça prend du temps. La deuxième étape, c'est les 2-3 années suivantes, c'est-à-dire qu'on arrive au bout de 5-6 ans, on a 5 mots. Puis à un moment, il faut en retirer. Il faut en retirer parce que forcément, encore une fois, l'entreprise a évolué. Donc on va en retirer un pour le changer, pour le modifier. Et vous voyez bien que tout ça, ça a un impact fort sur la logique de l'ADN, ça a un impact fort parce qu'on le redécline dans les éléments de management, dans les éléments de formation au management, et il y a une identité mondiale qui est clairement identifiée, qui ne sont pas des mots pour... La culture est claire pour 100% des collaborateurs et a le même sens pour 100% des collaborateurs. Alors, cette démarche, je dois être à la 6e ou 7e fois où je l'ai déclinée sur des groupes de relative importance. Après, sur des PME, on travaille bien évidemment beaucoup plus vite. Si vous avez, je prends le groupe sur la partie data center, en France, on avait une 50aine de personnes, on en a 7 aux États-Unis, il y en a 15 au Japon. Évidemment, ça va beaucoup plus vite quand vous avez des équipes plus réduites, parce que ça ne veut pas dire que c'est plus simple, mais c'est plus rapide. Après, quand vous travaillez avec des équipes, là, sur un des groupes sur lequel on le déploie, on est sur un sens de 4000 collaborateurs sur l'ensemble du monde, et on a 26 pays. Vous imaginez que c'est quelque chose qui se fait de manière extrêmement prudente et que ça prend forcément le temps de l'évolution humaine. Notre temps, il est basé sur l'individu. Il est basé sur la personne. On ne fait pas ça à coup de... on ne passe pas l'achat, on ne rachète pas une filiale d'un seul coup d'un seul. Alors si on est sur une fusion, on va faire les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on rachète l'entreprise, on va analyser son propre ADN. Et on va se dire, tiens, quels sont nos points communs? Et c'est là où on va rajouter le 4e assez facilement. Parce qu'on se dit, lui, il faut qu'il se reconnaisse. Vous rachetez une entreprise basée à Berlin, et vous voulez la fusionner, il va falloir qu'ils se reconnaissent dans le nouveau groupe. Il ne faut pas que ce soit Berlin qui gagne, il ne faut pas que ce soit la France qui gagne, c'est forcément un des deux. Donc il y a forcément un mot qui arrive, qui est l'apport du rachat. Et à un moment, on se rend compte que tout ça, ça fusionne réellement. Et qu'est-ce que ça fait évoluer dans nos pratiques managériales? Est-ce que ça change nos principes de décision? Est-ce que ça change nos rapports à l'autre? Est-ce que ça change nos rapports au collectif? Là, on a un véritable outil qui a un impact énorme, parce que ça retouche la totalité de nos éléments de formation, de nos éléments de management, de notre management au quotidien. Donc là, c'est la structure, je dirais, c'est le squelette des outils qu'on déploie.
Alors pour ma part, je les déploie exclusivement avec les clients, c'est-à-dire que ce qui m'importe, c'est que le client acquiert la méthode. Donc typiquement, quand on l'a fait au Japon, je ne suis jamais allé au Japon, c'est le DRH qui fait le boulot, parce que c'est une méthode qui appartient à l'entreprise. Et c'est pas, parce qu'il faut qu'elle vive. Il faut qu'elle vive au-delà du conseil, au-delà du consultant. Il faut qu'elle vive, donc il faut que les gens se l'approprient. Et que quand elle évolue, il faut qu'ils sachent qu'elle évolue et que le responsable des ressources humaines au Japon, il puisse faire un appel immédiat à DRH Monde en disant « Attendez, nous on est en train de changer, on est en train de progresser, on a changé des choses, on a un marché qui est en explosion alors que vous êtes en stagnation. Donc forcément, on est dans une dynamique totalement différente. Il faut absolument qu'on fasse évoluer parce qu'un an, 2 ans après, on se rend compte que la culture a changé, elle a progressé, elle est réellement différente. Donc il est temps de changer un des mots pour nous. Oui, mais comment on va faire? Comment on le répercute en France? Il faut que la France suive, parce que c'est du collectif. Voilà l'outil. Alors, ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions, qu'on surfe sur les questions. Autrement, bien évidemment, je vais rentrer gentiment dans le process, maintenant qu'on connaît un peu le squelette. Oui. Oui. Je suis intéressée à... Vous avez parlé du Japon. Comment vous avez traduit ou localisé, si vous voulez, le pilier exigence? Parce qu'en fait, dans la culture japonaise, l'exigence, c'est la base. C'est la base. Voilà. Être employé, ça veut dire être perfectionniste. Alors, en fait, comment ils l'ont traduit? Oui. Alors, bizarrement, ils l'ont traduit par engagement, ce qui se traduirait en français, dans la langue française, par engagement. C'est-à-dire que, parce que en effet, l'exigence, c'est le minimum. Alors je prends ce mot-là pour le Japon parce que c'est tellement flagrant que quand on est arrivé au Japon et qu'on leur a dit exigence, ils n'ont même pas compris ce qu'on racontait, quoi. C'était même inaudible. Voilà. Et donc là, on est vraiment, et ils l'ont traduit par engagement. Donc on est vraiment sur une logique, voilà, je suis dedans et il n'y a pas de doute. Il n'y a jamais de doute sur ma capacité parce que je fais à minima et je fais l'exigence me convient chez les Japonais. Donc on est juste donc on est vraiment sur une logique, encore une fois, personnelle, c'est-à-dire quel est mon rapport à l'emploi, quel est mon rapport au travail, et mon rapport au travail. Si je parle en français dans l'exigence, ça veut dire que je suis dans une démarche de progression permanente et d'exigence forte par rapport à... Je l'ai fait une fois, il faut que je le fasse 10 fois, mais à la 10e fois, il faut qu'il soit différent de la 9e, de la 8e, de la 7e, et ainsi de suite. Au Japon, c'est juste comme ça qu'ils travaillent. Donc, c'est juste, j'ai pas de doute sur mon engagement. Voilà. Oui. Oui, vous parliez des DRH tout à l'heure, qui sont vos interlocuteurs principaux dans chaque pays. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous voulez, moi je suis plutôt en rapport avec le président souvent, parce que c'est vraiment un outil qui est au service du déploiement stratégique. Je pense qu'il n'y a pas de distinguo entre le déploiement de la stratégie et la logique de management, la culture, ainsi de suite. Voilà, voilà, j'ai une stratégie et je ne la déploie pas dans une culture de la même façon que dans une autre. Je peux avoir le même objectif. Je prenais Renault, Peugeot tout à l'heure, ils ont le même objectif, c'est gagner des parts de marché, machin, mais ils ne le font pas de la même façon. Pour revenir sur votre exemple, rapprochement Peugeot-Fiat, là vous rencontrez les partenaires des deux côtés. J'ai jamais bossé à des dimensions Peugeot-Fiat, je prenais l'exemple. Je suis vraiment avec les gens qui vont fixer la stratégie. Donc c'est vraiment les opérationnels de la décision stratégique. Donc c'est souvent le président, c'est souvent le comité de direction ou le président. Une fois qu'on a défini, qu'on a rencontré ces gens-là, l'outil, si vous me permettez, l'outil opérationnel dans l'entreprise, c'est les ressources humaines. Voilà, donc parce qu'à un moment, la réussite, elle sera effective si l'ensemble des collaborateurs s'engagent. Et c'est des outils de management, donc c'est du déploiement RH. Et au-delà des outils de management, est-ce que vous regardez la philosophie, les valeurs de l'entreprise? Si vous voulez, pour moi, l'ADN, c'est appuyé sur les valeurs. Quand on parle comportement individuel, comportement collectif et principe à la décision, on est sur les valeurs. Hein. On est sur les valeurs. Alors, mais s'il y a justement deux pays différents, même si on est limitrophes, Italie, France... Par exemple, il va falloir qu'on travaille et... Je suis convaincu que notre culture d'entreprise, c'est un peu la même chose qu'une culture de pays, c'est-à-dire c'est construit sur une histoire. Voilà.
La France est la fille aînée de l'Église, bizarrement, et ça a fait des choses. Et en Italie, pour autant, ils avaient le pape, ça n'a pas fait la même chose. Et pour autant, on est sur les mêmes cultures d'origine, ainsi de suite. Ben, sur les entreprises, c'est la même chose. Alors, c'est moins vieux, mais c'est les mêmes outils. C'est la même logique humaine. C'est le comportement du collectif. Et le comportement du collectif, c'est construit sur une histoire. Donc, on va s'appuyer là-dessus. Alors, typiquement, si on reprend l'exemple Peugeot Fiat, qui est un exemple intéressant parce qu'il est très récent, ben, on va rencontrer les deux structures, on va essayer de justement rapprocher le principe des valeurs que personnellement, qui est construit sur la culture. Donc la culture, l'ADN, le principe des valeurs, c'est une chose assez collective. Et on va essayer de dire, bon, attendez, là, il va falloir que Fiat bouge un peu et il va falloir que Peugeot bouge un peu. Donc il faut... Voilà, et puis petit à petit, on va ajuster. Et c'est pour ça que ça prend du temps. Si vous voulez, quand on fait une data room sur des rachats, moi je suis toujours à leur dire il me faut 5 ans, et eux ils me répondent il me faut 18 mois. Et c'est toute la difficulté qu'on a, c'est que je leur dis ok, très bien, vous pouvez faire ça en 18 mois, mais vous allez cramer beaucoup de millions d'euros, et dans 2 ans vous aurez des nouveaux collaborateurs et on recommence, et bizarrement il faudra qu'on reparte de la culture pour reconstruire le truc. Donc en fait on perd vraiment 18 mois. Donc si on prend un peu de temps, et vous avez des dirigeants avec qui je travaille depuis, mon client le plus ancien c'est 1997, donc ça commence à faire, et quand il est dans une démarche de rachat, parce qu'on est dans cette logique-là, et je suis dès le début dans les data rooms pour essayer de comprendre quelle est la culture de l'autre côté, et clairement quand on est dans une négociation de vente ou d'achat, on est clairement dans la culture, dans les oppositions culturelles. Et là, l'idée, c'est de se dire, bon, il faut qu'on comprenne vraiment ce qu'on est en train de reprendre pour voir quels sont nos points communs. Et encore une fois, quand on a un problème, moi, je descends dans un service et je lui dis, mais vous faites ça comment, vous faites ça comment? Et on met le service en face et on voit quelles sont les différences culturelles par l'exemple. C'est pas les mots... moi, je suis toujours un peu interpellé par les sites internet qui vous citent les grandes valeurs. C'est très marketing, c'est très com, c'est très joli, c'est très beau, mais vous vous rendez compte que sur le terrain, ça n'est pas concret pour l'individu au service marketing, à la com ou à la fabrication. C'est pas concret. C'est-à-dire, oui, on dit ça, mais enfin, c'est un joli affichage. Là, quand vous le traduisez en exemple concret dans chaque service, dans chaque site industriel, à un moment... voilà, est-ce vrai, est-ce faux? Si c'est vrai, voilà, ça parle à tout le monde. Et en parlant à tout le monde, vous pouvez faire des comparaisons, parce qu'on parle de la vie du terrain. Ça permet aussi de temps en temps aux dirigeants de bien connaître ce qui se passe au rez-de-chaussée. Parce que de temps en temps, c'est un peu compliqué. Sur une fusion telle que celle-ci, vous imaginez que les choses sont dans des proportions telles qu'on n'a pas forcément à l'esprit comment ça se traduit concrètement sur le terrain. Ce sera encore une autre logique si c'est une fusion-acquisition avec un groupe qui mange une petite entreprise familiale, par exemple. Ben là, typiquement, quelles sont les valeurs familiales? Alors, je prends l'exemple parce que j'en ai un en tête. Quelles sont les valeurs familiales qu'il va falloir qu'on essaye de préserver, voire d'intégrer, pour avoir une dynamique? C'est un apport. Si on a racheté l'entreprise familiale, c'est qu'il y a une raison. C'est que ils avaient des valeurs, ils avaient un marché, ils avaient un produit, mais le produit, il ne vient pas de nulle part. Je veux dire, il vient d'une logique de décision. Je veux dire, le groupe, l'entreprise, le groupe humain qui a réussi à créer ce produit différenciant sur le marché, c'est qu'il avait un process des 3 piliers que j'évoquais qui est différent d'une autre, s'ils ont réussi un truc qu'on n'a pas réussi. Donc cette différence, il faut qu'on l'intègre. Il faut qu'on ne rachète pas juste le produit. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir que chacun comprenne quelle est la tribu qu'on intègre, et je parle tribu dans un sens très humain, la tribu qu'on intègre, et comment cette tribu, elle nous apporte des process, des méthodologies, des pratiques, des humanités différentes. Alors, pour reprendre un peu ce qu'on évoquait, maintenant, je vais essayer de vous le reprendre sur un certain nombre d'outils de manière... Maintenant qu'on a compris le global, on va essayer de descendre dedans. Alors, je reprenais tout à l'heure sur l'audit, ce que j'appelle l'audit de départ, c'est-à-dire la compréhension des cultures. Selon la taille de l'entreprise, on a un audit qui peut être extrêmement grand, puisque si on a des sites industriels, il faut aller voir l'histoire des sites industriels qui sont décalés. Si on a 7 implantations, il faut absolument connaître l'histoire, l'ADN des 7 implantations.
Si l'entreprise a 40 ans, elle a forcément fait des choses dans les 40 ans qui sont différentes dans les différents endroits. Il faut que tout le monde s'y retrouve. Ce n'est pas l'ADN du siège à Boulogne. C'est un ADN collectif qu'il faut reprendre. Donc c'est un audit qui démarre forcément par le dirigeant, parce que c'est aussi son histoire à lui. Et typiquement, sur des successions, on citait un certain nombre de groupes. Quand vous êtes au 7e ou au 8e président, le 8e, il a l'intention d'apporter sa patte. Et il va falloir la prendre en compte aussi. Il faut aussi comprendre comment il a compris l'histoire du groupe et comment il l'a lui-même intégré. Voilà. Et forcément, donc, on va redescendre jusqu'à du N-2, N-3. Et puis après, bon, une fois qu'on a fait ça, on remet en place les exemples, les fameux exemples qui sont en fait la pierre angulaire de l'outil. Et là, il faut vraiment aller dans la vie de l'entreprise et leur dire, OK, comment, quand on a écrit persévérance dans une des valeurs pour telle et telle raison, parce qu'on se rend compte qu'on a persévéré sur le marché allemand pendant 10 ans alors qu'on n'aurait pas dû y aller, et on se rend compte qu'au bout de 10 ans ça marche, ça veut dire que c'est une des valeurs de l'entreprise. OK, super. Ça veut dire quoi au concret, au quotidien pour vous, chez les commerciaux? Ça veut dire quoi à la finance? Ça veut dire quoi dans les sites industriels? Et on va prendre des exemples. Et l'idée, c'est vraiment de construire le référentiel pour pouvoir imaginer justement ces outils RH qui sont importants. Et je parlais tout à l'heure des entretiens annuels, les mots, l'évaluation sur les éléments culturels doivent être très importants sur les évaluations annuelles. Moi, je dis souvent à mes clients, l'entretien de fin de période d'essai, il est exclusivement fait sur la capacité du collaborateur à intégrer la culture. C'est-à-dire que la compétence, logiquement, on l'a validée. Enfin, j'ose espérer qu'on l'a validée au moment de l'entretien. On l'a validé dans le premier mois, parce qu'il ne nous a pas raconté de carabistouille. Voilà. Mais sa capacité à intégrer le comportement individuel, le comportement collectif et la prise de décision, c'est ça qu'on doit valider. Et si c'est culturo-compatible, si vous m'excusez ce barbarisme, si c'est culturo-compatible, c'est bon. Si en 2 mois, en 4 mois, en 3 mois ou en 6 mois, en fonction du poste qu'elle occupe dans la législation française, mais on est dans les mêmes logiques dans les autres pays, si au bout de 3 mois, on a un doute sur sa capacité à intégrer la culture, il n'y a plus de doute. Parce qu'il ne va pas être en capacité. Et à chaque fois qu'on a un manager qu'on a recruté un peu stratégique, et on se dit « ouais, mais il est très très bon en termes de compétences », prenons-le quand même, parce que 1 an, 2 ans, 3 ans après, on me dit « comment on fait ?» Parce que là, il est vraiment à la culture opposée, et il ne veut pas s'y faire, quoi. Parce qu'il est arrivé avec son expertise, on l'a recruté, voire on est allé le chercher en lui disant « vous êtes le dieu du sujet, venez nous voir ». Il dit « moi j'arrive avec mon comportement, ma pratique de décision, Et il a raison, puisque c'est ça qu'on est venu chercher. Mais il va falloir lui faire comprendre que s'il ne s'intègre pas à la culture, ça ne va pas le faire. Et sur la même logique, je reprends notre exemple japonais, c'est-à-dire que le dirigeant japonais, enfin le dirigeant de notre filiale japonaise, il va falloir qu'il ait ces 3 piliers importants, parce que c'est lui qui va porter nos valeurs. Et il va falloir le valider très très tôt. Et si on a une erreur de casting dans notre filiale japonaise sur la logique culturelle, on a forcément un problème très très tôt, parce qu'on n'arrivera pas à le décliner. Parce qu'en effet, on va faire tout le process, on va leur expliquer, mais au quotidien, il ne va pas le faire vivre. Donc il va vraiment falloir, il y a 2-3 postes stratégiques dans chaque pays où il faut vraiment qu'ils soient culturo-compatibles. Donc ça veut dire que cette démarche d'adhésion à la culture, de mise en pratique de la culture, il va falloir qu'on l'ait vraiment intégrée, qu'on ait, en partant des exemples concrets, on va pouvoir lui dire pendant l'entretien, soit de fin de période d'essai, soit l'entretien annuel, mais tu vois, ça tu le fais pas, c'est pas ça que tu pratiques. Parce que l'exemple de la persévérance, de la créativité, c'est pas ça. Ça ne correspond pas à ce que tu fais.
Et on a des éléments concrets, c'est-à-dire qu'on est sur du soft skill, on parlait tout à l'heure, bien évidemment, mais c'est très difficile des fois de dire à la personne tu ne t'intègres pas, tu n'es pas dans la logique. Là, on a des exemples. Est-ce que tu as fait comme ça? Ah non, parce que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Justement, chez nous, c'est comme ça qu'il faut faire. Et on a des éléments très concrets de comportement. Des codes, les codes, la culture, le savoir-vivre, ce qu'on évoquait tout à l'heure, le savoir-vivre de l'entreprise, qui est un savoir-vivre, on est ici sur un salon interculturel, on parle souvent de savoir-vivre de l'autre pays, mais on a aussi un savoir-vivre dans l'entreprise. De la capacité d'adaptation. Ou de la capacité d'adaptation, parce que, voilà, Mais on est vraiment sur... Soit il l'intègre, soit il ne l'intègre pas. Et s'il ne l'intègre pas, pour moi, surtout sur des périodes de croissance ou sur des périodes de rachat ou de choses comme ça, ça ne fonctionne pas. Et on investit sur des individus, il va falloir que ces individus rentrent dans cette logique. Encore une fois, on a des points très particuliers de RH. Une fois qu'on a mis ça en œuvre, qu'on a redéployé les éléments de management, qu'il va falloir retravailler, c'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille avec les entreprises extérieures qui vont venir faire les formations pour qu'on n'ait pas la formation au management de Tataouine. Voilà. On a vraiment des formations qui sont écrites pour l'entreprise en fonction de ces 3 piliers, ou de ces 4 piliers, ou de ces 5 piliers. Aujourd'hui, sur un de mes clients, on a changé, alors on a fait les 3, on a fait le 4e, on a fait le 5e, et aujourd'hui on change. Ça y est, on commence à changer, enfin, ça fait 7 ans, enfin, on commence à changer un des mots. Parce que l'entreprise a réellement évolué. On est passé de 400 collaborateurs basés en gros sur les États-Unis, la France et un peu le Moyen-Orient, à aujourd'hui 27 pays et 2500 collaborateurs. Forcément, les choses ont bien évolué. Mais au départ, les 3 premiers sont toujours là. Bon, on commence à imaginer que le 2e qu'on changera, donc on en change un, que le 2e qu'on changera, c'est un des 3 premiers. Ça va être une vraie révolution en interne pour la maison mère. Parce que pour eux, aujourd'hui, ça fait 7 ans qu'on les martèle. Hein. Donc ça va être une vraie révolution, mais il faut aussi que cette révolution se fasse. Parce que l'entreprise a évolué. Elle est mondiale aujourd'hui. Ils ne peuvent pas rester dans leur précaré franco-français. Donc il va falloir qu'on tape un des 3. On a attendu un petit peu, parce qu'on a compris que ça allait être difficile, mais on va le faire. On va le faire et là, ça va être un vrai message. C'est-à-dire que, attendez, on en garde 6, on en garde 4, de quoi on parle? On va en changer un, c'est rien. Ouais, mais c'est celui qu'on avait depuis le début quand même. Et il va falloir changer les mots. Ça veut dire que quand on change un mot, on change nos pratiques. Parce qu'il y a des pratiques en face, donc on les change. Donc l'entreprise évolue, la maison évolue, le groupe évolue. Ce qui veut dire que, une fois qu'on a bien, encore une fois, si vous reprenez les outils, comment on fait dans un pays, dans un autre pays? Et là, c'est là où on a l'élément crucial, c'est que d'abord on prend des tout petits groupes. On prend des tout petits groupes. Alors, souvent les gens qui ont bossé, on utilise quelques expatriés, mais pas forcément qui viennent de France. On utilise au Japon, on a utilisé sur moitié, il y en avait moitié qui avaient bossé dans d'autres pays. Simplement parce qu'on sait qu'ils ont une souplesse intellectuelle qui va être forcément différente. Si vous prenez que des Japonais et que vous les rassemblez et que vous leur donnez la liste, on ne va pas accoucher tout de suite de la vérité. Par contre, il en faut, parce qu'il faut à un moment qu'on le traduise. Donc on choisit très très bien les personnes qui participent. Alors, en fonction de leur comportement personnel, ils adhèrent pas déjà. On sait qu'ils sont déjà dans l'esprit de la maison, dans l'ADN de la maison, première chose. Ils ont un passé personnel qui fait qu'ils sont en souplesse intellectuelle qui leur permet de faire cette translation, un outil un peu intéressant. Et on va mettre, bien évidemment, quelques points de difficulté. On va se mettre 2 ou 3 qui sont incapables de changer, des vrais Japonais bien inscrits, ou des vrais Américains, parce qu'on a les mêmes excès de l'autre côté. Hein. Si je reprends mon exemple, on avait les mêmes excès. Et là, par exemple, sur les États-Unis, on en avait un qui était d'origine canadienne. Quand on est arrivé sur le truc, j'ai dit « je le veux ». Parce que forcément, il est déjà dans une logique, dans une dynamique différente. Il avait bossé tout le temps au Canada, et Canadien, bossant au Canada, il arrive aux États-Unis, il bosse pour l'entreprise, sa première entreprise aux États-Unis, c'est nous. Donc forcément, c'est intéressant. Il a forcément une vision française un petit peu qui traîne, même s'il était que anglophone et n'était pas... Mais
dans sa tête, ça lui parle depuis fort longtemps. Donc il y a forcément des choses qui vont être plus simples, voire ou plus compliquées. Mais il y a une souplesse intellectuelle qu'on a d'origine, de naissance. Donc on choisit parfaitement bien les groupes, et là on prend notre temps. Donc c'est des groupes qui vont, en fonction de la taille de l'entreprise, mais sur les très grandes entreprises, on va avoir maximum 8-10 personnes, quoi. On ne peut pas aller au-delà, dans un premier temps, pour recréer les exemples, pour faire la translation. Et puis, une fois qu'on a ça, ils nous servent d'ambassadeurs, forcément. Donc on va veiller à ce qu'on en ait un peu dans tous les services. On ne prend pas que des gens dans l'industrie ou que des gens à la finance, on prend des gens un peu partout. Et petit à petit, on sent que la chose, voilà, elle rentre dans les services petit à petit. Ah, tu bosses sur quoi? Je bosse sur les valeurs de l'entreprise. Tu as vu, ils ont mis trois mots. Oui, mais c'est pas les nôtres. Voilà. Parce que forcément, même si vous ne le communiquez pas, ils ont forcément fait la traduction. Hein. Et ils ont traduit excellence par excellence en japonais. Alors, je ne connais pas le mot en japonais. Et donc, du coup, ça le fait déjà pas. Donc, et c'est intéressant parce qu'on a, du coup, des porteurs de drapeaux qui vont y aller tranquillement. Et après, on va le faire service par service. Unité par unité, on descend les choses. Donc c'est un travail de fourmi qui est supporté aussi par l'explication stratégique de l'entreprise, parce que je vous rappelle que ce n'est pas juste pour s'amuser qu'on fait tout ça, hein. C'est pour viser une stratégie d'entreprise. Donc l'intérêt, c'est que tout ça, ça va ensemble. Ce n'est pas juste, tiens, on vous apprend une nouvelle méthode de management, c'est on met en place les outils qui sont nécessaires au service de la stratégie. Et là, on a et de la forme, et du fond, ce qui est quand même très important. Sur un pays comme le Japon, pour le déployer, il nous a fallu, pour inventer le nouveau système, recréer le nouveau système, il nous a fallu en gros une petite année. Et après, on le déploie par le système de formation, ainsi de suite. En gros, c'est un projet sur le Japon et sur chaque pays. C'est un projet à 24-36 mois qui perdure sur la distance, puisque là, si je prends cet exemple d'entreprise pour laquelle je travaille, ça fait 7 ans qu'on y travaille, et tous les séminaires d'intégration comprennent comment on se comporte individuellement, comment on se comporte collectivement, et comment on décide. Tous. Ce qui veut dire que c'est quelque chose qui s'entretient. Alors forcément qui évolue, puisqu'on en a rajouté un, on en a rajouté deux, on va en retirer un. Voilà. Tout ça se reboucle là-dessus. Donc votre accompagnement ne peut être non pas pérenne, mais modulable. Il est forcément modulable. Moi, je vous explique un peu le squelette, si vous voulez, parce que ça, c'est mon squelette de pensée, mais il est forcément différent, quoi. Ça n'a strictement rien à voir. Voilà. Puis il y a des moments où vous prenez... si vous prenez une start-up, elle a 4-5 ans ou maximum 10 ans, bon, voilà... ça peut aller assez vite parce qu'on connaît assez vite les choses. Si vous prenez, je pense à l'entreprise que j'évoquais à l'instant, une centaine, 120 ans d'existence, il s'est passé 1001 choses, un rachat par un grand groupe il y a 10 ans, il s'est passé des choses. Maison familiale, rachat il y a 10 ans, 10-15 ans, forcément les choses, elles ont, avec une véritable croissance, passé de 280 à 2400 dans le monde. Forcément, il s'est passé plein de choses dans la vie de cette entreprise et que les choses ont vraiment évolué. Pourquoi cette durée de 5 ans, comme vous dites à peu près, 18 mois? Parce que humainement, l'individu, l'être humain, pour intégrer une modification, un changement, une évolution, c'est 24-36 mois. Collectivement, en dessous de 24-36 mois, on ne fait rien. J'ai à un moment travaillé sur les rapprochements et les fusions de Jean-Marie Messier chez Vivendi. Et c'est là où j'avais des data rooms où on me demandait 12-18 mois. Ça me faisait toujours rire parce que c'est juste impossible. C'est juste impossible. Et à chaque fois, dans les 18-24 premiers mois, on faisait des grosses bêtises et on mettait beaucoup d'argent. Puis à la fin, je disais, mais vous savez, on aurait écouté... C'est 24-36 mois minimum. En dessous, on ne fait rien. On ne fait rien. Humainement, j'entends. On peut faire plein de choses, mais il faut que les gens l'intègrent, il faut que les gens acceptent. La courbe du deuil, c'est pas 7 minutes. Hein. Enfin, je ne vous refais pas la courbe du deuil, hein, mais c'est pas 7 minutes. Et collectivement, c'est pas 7 minutes, quoi. Donc, c'est des approches qu'il va falloir. Et là, on est au-delà, c'est qu'on l'affiche.
on affiche nos valeurs, on affiche nos pratiques. Donc, ça veut dire qu'il faut que chaque collaborateur l'intègre. Donc c'est le temps de pénétration de l'information sur l'ensemble des collaborateurs. Donc quand on me dit fais-nous ça vite, bah, c'est pas la peine, on commence pas. Moi, mon expression, c'est je suis pas là pour faire Mickey. Hein. Donc je fais pas une jolie histoire à Disneyland, je fais une histoire qui va durer. Donc si c'est juste pour faire Mickey, ça ne marche pas. Je le sais. Alors je préfère pas y travailler. Voilà. Si vous avez une dernière question, oui, et après on va pouvoir. Parler de cette équipe où vous avez les Japonais traditionnels ensemble avec des personnes qui avaient voyagé, l'esprit plus ouvert. Je me demande les temps que vous avez pris pour prendre une décision. Vous savez très bien l'histoire du consensus japonais. C'est que lié à l'engagement total après une fois que la décision est prise. Mais je me demande, sur le Japon, c'est quasiment 5-6 mois. 6 mois ouais. Et c'était vite. Ouais, mais je pense qu'ils avaient tous conscience que c'était important. Et on l'a fait, ouais, ça doit être 6 mois, je crois, si mes souvenirs sont bons. Après, c'est toujours compliqué parce qu'on en avait trouvé un assez vite. On était assez d'accord sur un, mais c'est les 2 derniers qui ont pris du temps. et du coup, oui, je crois qu'il faudrait que je vérifie, mais c'est en gros, c'est aux alentours de ça, parce que je sais que dès au 13e mois, on attaquait déjà les premiers niveaux de formation, ce qui veut dire qu'on était réellement prêt. Donc, en gros, c'est 6-7 mois peut-être, mais voilà. Vous avez aussi une expérience sur les rachats de sociétés japonaises par les sociétés occidentales? Alors, en fait, je l'ai fait dans l'autre sens. J'ai fait des rachats d'occidentaux par les Japonais à titre d'expérience personnelle, mais je n'ai pas fait l'inverse. Voilà, on ne peut pas avoir tout fait, mais ça, j'ai fait ça. Intégration d'une entreprise, d'une ETI française dans un grand groupe japonais, qui était forcément un peu compliqué quand même. Pour rester sur le Japon, est-ce que vous seriez par exemple sollicité pour l'après-Gaulle? Alors, j'ai un vrai souci avec Carlos Ghosn, parce que c'est un mec dont j'ai écrit beaucoup d'articles très positifs. Parce que je pense, alors même si humainement c'est un mec qui a pété les plombs, mais comme d'autres, hein, que j'ai déjà cités d'ailleurs, hein, et ce ne serait pas la première fois que Napoléon habite quelques dirigeants, je pense qu'il l'a bien fait. Enfin, je suis obligé de constater que cet homme a bien travaillé auparavant. Voilà, enfin, je veux dire, on ne peut pas tout jeter comme ça, c'est très français. On adore, puis après, on brûle nos icônes. À un moment, cet homme a fait un excellent travail dans le rachat et dans le rapprochement des 2 groupes. Voilà. Après, il a pété un plomb. Donc, oui, je pense qu'il y a du travail à faire, colossal, parce que cette période, à mon avis, des 3-4 dernières années où il s'est pris pour Napoléon, elle a fait du mal. Elle a miné l'entreprise, elle a fait du mal parce que nous, on le sait aujourd'hui, mais je pense qu'il y a très longtemps qu'au rez-de-chaussée, on est au courant. Hein. Enfin, moi, j'ai vécu la même histoire avec une personne que j'ai citée tout à l'heure. Il y avait très longtemps qu'on était informé qu'il y avait des choses qui dysfonctionnaient, qu'on acceptait pour 1001 raisons, dont la brillance du personnage. Donc je pense que cette rupture a fait du mal. Elle fait encore du mal parce que c'est encore pas réglé. Elle aura un coût qui est colossal, hein, financièrement. À mon avis, ça va coûter extrêmement cher au groupe. Je pense que ça serait bien de retravailler les valeurs. C'est le moment, quoi, parce que, mais je pense que si on rentre dans une réunion qui on dit on va travailler les valeurs, je pense que tout le monde va se marrer et se plier et se mettre par terre, japonais compris, quoi, parce que dire attendez, c'est quand même pas vous les Français qui allez nous apprendre les valeurs quand même. Donc c'est malheureux, mais c'est très humain. Et c'est pas le premier, ça sera pas le dernier. Mais c'est arrivé à d'autres. Hein, tout sentiment de toute puissance, elle touche. Alors, comme j'ai que des femmes, je dirais, elle touche assez facilement les hommes. Oui, non, mais voilà, on est un peu construit autour de ça, ce qui ne veut pas dire que ça n'arrive pas aux femmes, hein, quand même. Mais c'est assez récurrent chez quelques hommes. En tout cas, à chaque fois qu'on parle de ça, on pense à certains hommes. Je suis obligé de le constater, je suis désolé. Voilà, mais
c'est vraiment dommage parce qu'on a cassé un bel outil, on a cassé des compétences, on a cassé un très bel outil industriel, on a cassé une réussite française. C'est quand même dommage, quoi. Je suis meurtri par ça, franchement, parce que, encore une fois, je ne peux pas dire le contraire de ce que j'ai dit dans au moins 10 articles sur les 10 dernières années. C'était un homme de management que j'ai admiré. Donc je ne vais pas vous dire, c'est un mauvais garçon. Non. Après, oui, il a pété les plombs. De nouveau, les compétences et l'humain. Et l'humain. Et il a toujours les mêmes compétences, en effet. Malheureusement, l'humain a dérapé. Voilà. Et est-ce qu'en définissant la culture de l'entreprise, on peut éviter cet aspect hyper dirigeant qui se prend pour le sujet, c'est jusqu'à quand il va respecter sa propre culture. Mais on est sur un être humain. On est sur un être humain. C'est lui qui a imposé, enfin qui a mis en place, qui a mis en œuvre. C'est pour ça que c'est important que ça se fasse avec les dirigeants, qui a mis en œuvre l'outil justement d'affirmation de la culture. Ça ne serait pas la première fois qu'on a une personne qui écrit une loi et qui la trahit. Donc, mais c'est vrai que quand la loi porte votre nom, c'est plus difficile à la trahir. Voilà. Mais c'est plus difficile, mais on n'est pas à l'abri parce qu'on va forcer. Si je vous dis, mais si, ça va le garantir, vous allez me trouver, vous allez m'en trouver un qui a créé, par exemple, une législation sur le financement des partis politiques et qui a trahi sa propre loi. Mais c'était un exemple. Donc on est dans la même logique, hein. On est dans la même logique. L'élément de celui qui avait une phobie fiscale. Par exemple, c'est un excellent exemple. Je vous remercie beaucoup.